Dans les féculents, dans le sens large, est-ce qu'il faut distinguer des types différents de féculents? J'essaie de comprendre les riz blancs complets, les farines blanches complètes, etc. De quels aliments on parle? Parce que vous mentionnez des noms des micronutriments. J'aimerais bien connaître la nourriture elle-même, les éléments eux-mêmes. Alors, pour choisir les bons types de féculents, on va déjà d'abord se diriger vers des produits complets de préférence. Complets de préférence, pour commencer. Voilà. Que ce soit pain ou riz, etc. Pain, riz, pâtes, tout complet. Deuxième règle importante, on les mangera jamais seuls. Donc ça veut dire que si vous mangez un féculent tout seul, son index glycémique sera plus élevé que si vous le mangez avec des légumes, avec de l'huile d'olive, etc. Et puis l'autre précaution à prendre concernant les féculents, c'est qu'il faut prendre des féculents les plus complexes possibles. Et là, les seuls glucides lents qui ont une complexité vraiment importante, c'est plutôt les légumineuses. Je m'explique, dans les céréales, vous avez un petit peu de protéines, un petit peu de fibres, beaucoup de glucides. Dans le riz, vous avez encore plus de glucides, vous allez avoir pas mal de fibres, vous avez un tout petit peu de protéines, on est en dessous de 10%. Dans les légumineuses, vous pouvez avoir un taux de protéines, je parle en poids sec avant cuisson, hein, vous pouvez avoir un taux de protéines qui peut dépasser très facilement les 20%. Le pois chiche, on est à 21%, 22% selon les sources. Le pois, on peut être à plus de 20%. Les lentilles, 18, 19, 20%. Donc, c'est très protéique. Il y a beaucoup de fibres. C'est parmi les aliments les plus intéressants pour l'apport de fibres. Tout le monde ne les tolère pas. Ça, c'est un autre problème. Et puis, on a un taux de glucides qui dépasse très rarement les 50%. Du coup, fibres, protéines, un petit peu de graisse aussi d'ailleurs, hein. Il y a certaines légumineuses qui contiennent pas mal de graisse. Lesquelles? On peut penser par exemple à la cacahuète, c'est une légumineuse, hein, techniquement. Voilà, elle est aussi oléagineuse, donc elle fait double emploi. La noix de cajou aussi contient seulement 25% de glucides et puis elle est beaucoup plus grasse que ça. Je crois qu'on est à plus de 40% si ma mémoire est bonne. Donc le choix des légumineuses va permettre d'avoir un index glycémique véritablement faible. On va parler du rôle du foie dans le vieillissement du corps et comment l'alimentation peut nous permettre de protéger notre foie. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Oui, c'est un vrai sujet. On a ensuite écrit un autre livre sur le foie 2 ou 3 ans plus tard. C'est un sujet de très très grande importance, le foie, parce que, comme je l'ai dit, c'est un organe de la détoxication. C'est un organe aussi qui régule le métabolisme. Il est capable de stocker, de déstocker. C'est un organe qui est capable aussi de réguler l'inflammation, qui est capable aussi de réguler la présence des fluides dans le sang, hein. Les protéines de la coagulation, les protéines qui retiennent l'eau dans le plasma, c'est le foie qui les produit à partir des nutriments qu'on lui donne. Et il y a beaucoup d'aliments qui sont capables de stimuler le foie, de stimuler la vésicule biliaire. Alors, on parle beaucoup de l'artichaut, du radis noir, mais toute la famille des brassicacées, on peut citer les choux, les brocolis en particulier, on peut citer la roquette, on peut citer le pissenlit qui est très particulier mais qui peut être très intéressant à manger en salade et qui est utilisé d'ailleurs aussi en phytothérapie. Ils sont capables de stimuler justement ces processus de détoxication, probablement parce que les êtres humains en ont consommé depuis tellement longtemps qu'ils ont appris en fait quelque part à en faire quelque chose. Quand vous parlez de ces éléments-là, certains mangent en salade et il y en a d'autres qu'on cuit. Est-ce qu'il y a des règles particulières en utilisation de certains aliments pour protéger le foie, justement, les choux de Bruxelles, etc. Est-ce qu'il faut, à quel point il faut cuisiner? J'utilise, enfin, je sais pas, la cuisine à la vapeur, par exemple. Est-ce qu'elle est plus intéressante que juste faire bouillir les éléments? Est-ce qu'il y a des indications particulières ou est-ce qu'il faut faire attention quand on est dans ces éléments-là, dans ces aliments qui favorisent, stimulent, comme vous dites, le foie, d'en manger certaines en salade en forme crue et d'autres en forme cuite? Oui, ça c'est une vraie question, hein. De quelle façon on va cuisiner les aliments d'une manière générale? Il faut savoir que les micronutriments essentiels, on peut prendre l'exemple de la vitamine C, mais ça vaut pour la vitamine B1 comme pour tous les autres, hein. Eh bien, plus la température de cuisson et le temps d'exposition à la cuisson va être long, plus on va perdre des micronutriments. Et ça vaut aussi bien pour les micronutriments qui stimulent le foie que pour la vitamine C. Je vous ai parlé des choux, des crucifères, mais tous les végétaux apportent de la vitamine C. Donc du coup, il faut essayer d'avoir des cuissons qui soient soit très courtes,
Soit des cuissons avec des températures les moins élevées possibles. Les cuissons les plus faciles à appliquer avec des températures pas trop élevées, c'est effectivement la cuisson vapeur, puisqu'on est en dessous de la température d'ébullition de l'eau. On est un peu en dessous de 100 degrés, on est à 95 degrés. Alors ça dépend aussi de l'altitude, mais c'est une cuisson qui est aussi très rapide parce qu'il y a une convection de la vapeur. Sinon, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les cuissons inspirées de ce que font les Asiatiques depuis des millénaires. La cuisson sautée, je crois que ça fait peut-être 2000 ans que ça existe ce truc-là. Donc en fait, c'est un peu le principe du wok, c'est-à-dire que vous avez un feu qui est très vif, vous avez coupé les aliments en toute petite taille, très fin, puis vous faites sauter pendant 2 minutes. Puis après ça, vous assaisonnez, vous mettez plein de choses qui apportent de la saveur, des épices, beaucoup de plaisir, beaucoup de saveur. Et en fait, au cœur de l'aliment, la température a même pas eu le temps de monter, donc vous avez quasiment une crudité à l'intérieur. Et sans ça, c'est très important de garder une partie de son alimentation crue. Et si on la supporte pas, parce qu'il y a des personnes pas forcément si âgées que ça qui peuvent avoir des difficultés avec les crudités, il faut essayer de s'y rééduquer, mais ça ne peut se faire que de manière progressive. C'est-à-dire? Eh bien, une personne qui me dirait dès que je mange une pomme, j'ai mal au ventre, ça va pas, je dirais ne mangez pas une pomme. Mangez d'abord un quart de pomme. Par contre, vous le mangez avant un repas ou en dehors des repas et vous allez la mastiquer tellement longuement que vous serez sûr que quand vous allez l'avaler, elle aura été déjà quasiment totalement digérée. Et là, ça va bien se passer. Et on se rend compte que les fruits, chez ces personnes-là, souvent sont mieux tolérés quand ils les prennent en dehors des repas ou alors en début de repas. Donc on va commencer par un quart de pomme, une fois, puis 2 fois, puis 3 fois par jour, et puis ensuite demi-pomme, et puis ensuite on va faire une demi-pomme, une demi-poire, et le soir on va prendre un petit kiwi, et puis progressivement on va augmenter. Mais il faut vraiment être très progressif et avoir des objectifs de régularité. Alors si jamais les difficultés réapparaissent, un peu de mal au ventre, on va tout simplement reculer d'un pas, revenir à une utilisation qui passe bien et puis ouvrir une sorte de dialogue avec son propre corps. J'ai entendu, vous dites que on a parlé en fait de à quel moment on mange des fruits dans le repas. Donc du coup, je saute sur l'occasion pour vous poser la question. Vous dites que on peut manger des fruits avant ou après le repas. Quelles sont vos préconisations? Alors, il n'y a pas de vérité absolue sur le moment idéal pour consommer les fruits. On entend beaucoup dire qu'il ne faut pas manger les fruits à la fin des repas parce que ça fermente, parce que ça ballonne, etc. En réalité, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, première priorité, je suis très pragmatique là-dessus. La première priorité, c'est manger des fruits. Voilà, mangez-en. Au moins 3 par jour, si possible, plutôt 4-5. Pas toujours les mêmes, des fruits de saison, des fruits de qualité, mastiquez-les bien, évidemment. Et puis, si jamais vous les supportez pas bien à la fin des repas, mangez-les en début de repas. On peut très bien faire des salades de saison, endives, pommes, vous mettez quelques noix, un petit morceau de fromage, une petite vinaigrette sympa, il y a de quoi se régaler. Et puis, tout simplement, commencer à croquer une pomme pendant que vous êtes en train de préparer votre repas, quand vous êtes un peu pressé entre midi et 2, au moins vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent, et au moins le fruit passe très bien. Et puis sinon, en collation, entre les repas, mais l'important vraiment, c'est de les manger. Alors, c'est très intéressant parce que on entend beaucoup parler du fait qu'on surconsomme des fruits, qu'on donne de l'importance qui ne mérite pas, entre guillemets, les fruits. On pense toujours à 5 fruits et légumes par jour. On commence d'ailleurs par les fruits. Mais les fruits, ils ont un index glycémique quand même assez haut. Ça va faire monter la glucose dans le sang et donc, quelque part, accélérer l'inflammation et le vieillissement, ou je me trompe? Alors, en réalité, l'index glycémique des fruits, il n'est pas si élevé que ça. Déjà, les fruits contiennent énormément d'eau. On est à plus de 90% d'eau. Ensuite, il y a les fibres. Il faut consommer le fruit entier, pas le jus de fruit. Si vous consommez le jus de fruit, là, l'index glycémique peut être très élevé. Donc, il faut vraiment consommer le fruit en entier. Et là, vous allez avoir un index glycémique qui est faible. D'autre part, les fruits contiennent surtout du fructose. L'index glycémique, il concerne la glycémie. Et la glycémie, c'est le taux de glucose sanguin. Le fructose, il ne vous fait pas directement monter la glycémie. Il doit d'abord passer de l'état de fructose à l'état de glycogène et ensuite glucose. Donc l'index glycémique des fruits, en réalité, il est faible. Moyen à faible. Alors bien sûr, ça dépend des fruits. Quand vous prenez une banane, elle a un index glycémique qui est plus élevé. Ça va être intéressant pendant que vous faites du vélo ou pendant que vous allez marcher ou courir parce que ce sont des glucides
un peu de glucides à index glycémique faible et un peu de glucides à index glycémique élevé. Donc vous avez les deux. Mais sans ça, les fruits, pour la plupart, quand vous les consommez crus en tout cas, ils ont un index glycémique qui est faible. Quand vous les faites cuire, quand vous les laissez vieillir trop longtemps, quand vous mangez des fruits en boîte, des fruits au sirop, c'est pas du tout la même chose. Les reins, un autre organe indispensable pour nous éviter l'inflammation et donc le vieillissement du corps. Alors, les reins, ce sont deux organes qui régulent la pression artérielle, qui ont pour fonction aussi d'éliminer certaines substances toxiques en collaboration avec le foie. Ils filtrent énormément de choses, donc il faut véritablement en prendre soin, c'est tout à fait vrai, en évitant de consommer trop de sel, en évitant d'être en manque d'eau. On peut être en manque d'eau non seulement parce qu'on ne boit pas assez, mais aussi parce qu'on ne consomme pas suffisamment de fruits et légumes. Alors, il ne faut pas oublier d'ailleurs concernant les fruits que le terme de fruit est un terme botanique, et techniquement, la courgette est un fruit, l'aubergine est un fruit, le poivron est un fruit. Donc, vous n'êtes pas obligé de manger que les fruits sucrés. Vous pouvez consommer en crudité tous ces. Alors, l'aubergine, c'est un peu compliqué, mais le poivron, ça peut passer. Courgette, quand c'est une courgette de très bonne qualité, ça peut être très sympa. Voilà. Et tout ça, ça va apporter du potassium qui va aider à protéger aussi le rein contre les sautes de pression artérielle. Donc, on a tout intérêt à cultiver les mêmes recommandations tout en consommant une quantité suffisante d'eau. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la quantité d'eau dont on a besoin? Alors, il y a des recommandations classiques. 1,5 litre d'eau par jour, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui ne le font pas et c'est pas une bonne chose, mais je trouve que c'est plus parlant de regarder, quand on passe aux toilettes, la couleur des urines. Alors, les urines, elles doivent être claires. Elles doivent pas être foncées. Elles ne doivent pas mousser. Et puis, elles doivent pas avoir des odeurs fortes. Donc, si vous avez des urines qui sont foncées, qui moussent, qui ont des odeurs fortes, ça veut dire que vous ne buvez pas suffisamment d'eau, il va falloir boire plus. Donc, j'ai un ami médecin qui dit, moi je dis à mes patients, vous passez aux toilettes, vous buvez un verre d'eau. Si les urines sont foncées, vous en buvez 2. Pourquoi pas? C'est un super bon conseil. Juste, qu'est-ce que ça traduit, les urines qui ne sont pas blanches, les urines qui moussent, les urines qui sont très jaunes, très foncées? Ça traduit quel dysfonctionnement dans le corps? Le fait d'avoir des urines plus foncées, des urines qui moussent, des urines qui ont des odeurs fortes, la première chose que ça traduit, eh bien, je pense que c'est un manque d'hydratation. Pas assez de fruits et légumes, pas assez d'eau. Peut-être aussi parfois la consommation de boissons qui déshydratent. Si on consomme beaucoup de café, si on consomme trop d'infusions et pas suffisamment d'eau claire, éventuellement les sodas aussi, quand on en abuse, les excès de jus de fruits peuvent contribuer à ça. Et puis les boissons alcoolisées, l'alcool déshydrate. Donc c'est quelque chose qui évidemment doit être consommé avec la juste modération aussi pour cette raison-là. Et puis parfois ce que ça peut traduire quand on a des urines qui moussent, ça veut dire que il peut y avoir eu une destruction des protéines musculaires. C'est ce qui arrive quand vous faites beaucoup de sport. Et après le sport, dans les quelques heures après, quand vous allez aux toilettes, vous allez avoir des urines qui sont plus foncées. Donc ça montre que c'est un indicateur fiable de votre niveau d'hydratation. Il faut se réhydrater, il faut boire jusqu'à ce que les urines ne soient pas, alors pas claires comme de l'eau, mais à peine colorées.